Eh bien bonjour les amis, dans cette newsletter, j'avais envie de partager avec vous à nouveau des petites intuitions, des petites prémonitions sur ce que représente l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Pour ce faire, plutôt que de regarder ce qui s'est passé quand il est entré dans la Balance, qu'il est entré dans le Scorpion, dans le Sagittaire, dans le Capricorne, pour pouvoir un petit peu sentir la suite logique de l'entrée dans le Verseau, eh bien je voulais remonter encore plus dans le temps. C'est-à-dire de regarder eh bien, quelle est la dernière fois que Pluton est entré dans le signe du Verseau. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Et donc c'est ça que nous allons pouvoir accueillir maintenant. Mais avant de pouvoir accueillir cela, je voudrais simplement vous rappeler que si vous likez la vidéo et que vous la partagez, eh bien, ça aide particulièrement notre travail, à la fois pour le référencement et puis aussi pour que les informations circulent. Alors n'hésitez pas, si vous aimez ce que vous entendez dans ces petites vidéos, de le partager et de liker. Alors, Pluton dans le signe du Verseau. Eh bien, la dernière fois qu'il était entré dans le signe du Verseau, c'était en 1777. Et c'est resté à peu près 20 ans, comme souvent, entre 20 et 30 ans, entre 10 et 30 ans, que Pluton est dans un signe. Et il est sorti du signe du Verseau en 1798. Donc vous voyez, 1777, 1798. C'est une période de dingue. Et le côté de dingue est toujours en lien avec le Verseau. La première chose qui caractérise le Verseau, c'est qu'il est incaractérisable. Pluton vient apporter toujours des transformations, des métamorphoses extrêmement profondes. Et là, dans le Verseau, on est dans l'humanité, les idéaux, les idées forces, la science, l'art. Les artistes sont des visionnaires, et donc il y a aussi tous les visionnaires ou tous les grands technologistes, c'est-à-dire des gens qui ont cette vision de quels seront les outils qui vont changer le monde. On sait que ce sont les thématiques du Verseau. Et donc Pluton, en entrant dans le Verseau, on s'attend de toute façon à ce qu'il y ait des grands changements. Mais de quel ordre? Toujours de l'ordre d'une sorte de révolution fondamentale dans l'humanité elle-même. 1777, vous voyez qu'on est dans un moment incroyable. Parce que les années 1770, c'est le moment où il y a des idées qui circulent et qui sont complètement folles. Essayez d'imaginer liberté, égalité, fraternité, justice pour tous. Non mais ça va pas la tête. Comme si le roi allait serrer la main aux paysans. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, et pourtant, ces idées qui pour nous semblent si naturelles aujourd'hui, ont fait effraction. Et des milliers de gens, des millions de gens se sont retrouvés sur la même longueur d'onde. Et ont pu se fédérer pour renverser l'ordre établi. 1789, une décennie plus tard, il va y avoir une grande révolution. Mais ce n'est pas simplement la révolution française, c'est une révolution qui va faire exemple, exemplarité. Comme toujours avec le Verseau, il y a quelque chose d'universalisable. Et donc du coup, ces idées ont parcouru le monde. Ce que ces visionnaires, ces humanistes, ces philosophes, ces penseurs ont pu faire descendre à cette époque-là est incroyable. Ça a changé le monde. La Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, c'est juste quelque chose de dingue. Est-ce qu'aujourd'hui on est à la hauteur de ce mouvement révolutionnaire? Je ne suis pas sûr. Parce que ça a changé complètement la vision de l'être humain et de la façon de vivre ensemble. Eh bien, on peut s'attendre à ce type de choses-là avec Pluton dans le Verseau. Des changements pour une humanité plus profonde, plus égale, plus fraternelle, plus ouverte. Comme si les injustices pouvaient être prises en main, dénoncées et transformées. Quel type d'injustice? Pour chaque époque, ça sera différent. J'étais dans la pensée, la révolution de la pensée, mais en fait, il y a plein d'autres révolutions dans les années 1770-1780. Il y a, par exemple, la révolution industrielle en Angleterre. L'apparition, on avait déjà découvert la vapeur, mais on commence à poser des modèles technologiques et des brevets technologiques pour utiliser la vapeur pour des moteurs, pour pouvoir créer la spinning jenny, par exemple. C'est une sorte de manière de pouvoir, de manière automatisée, faire du tissu, des tapis, des motifs.
Ça se fait de manière automatique. Il n'y a plus une main qui vient faire bouger la navette pour faire tisser le fil. Ça se fait de manière automatique et de manière très rapide, avec du coup une main-d'œuvre qui est... Il faut s'acheter bien évidemment la machine, mais après on peut faire un retour sur investissement puisqu'il n'y a pas à payer des humains pour pouvoir faire ce travail. Eh bien, c'est le début de la révolution industrielle. Et ça va tout changer. D'abord, cette énergie nouvelle va changer les choses, et puis on exploite aussi le charbon, et on va du coup de plus en plus utiliser la locomotive et mettre des voies ferrées, et ça va changer complètement le paysage économique, mais aussi le paysage, géographique, puisqu'on va pouvoir se déplacer de manière très rapide. Donc, vous voyez, c'est un grand changement dans une manière de utiliser la technologie et de pouvoir faire breveter ces nouvelles inventions parce que ça fait avancer complètement le monde. On est, avec l'intelligence artificielle, en plein moment, d'une manière complètement différente, révolutionnaire, de pouvoir chercher les informations, par exemple. Eh bien, c'est très intense comme révolution qu'on vit aujourd'hui. Mais c'était très intense aussi dans les années 1770, 1780. C'est pas que une révolution industrielle, c'est aussi les frontières géopolitiques de l'Europe qui sont complètement en changement. C'est la guerre d'indépendance aux États-Unis. C'est un mouvement qui est très intense à travers le monde. Philosophiquement, on est dans un moment incroyable. Alors, j'ai pas le temps de vous faire sentir ça, mais je vous assure que ce serait passionnant parce que il y a en 1781 un événement en philosophie qui est l'édition de la critique de la raison pure de Kant, qui se compare lui-même d'ailleurs à la révolution copernicienne en philosophie. Il y a un avant et un après. Si en une phrase je devais dire ce qu'elle est cette révolution, c'est que avant Kant, on pensait que notre esprit se réglait sur la réalité extérieure, que les objets qui étaient là, eh bien, ça devenait la référence, que la vérité, c'était l'adéquation entre la chose pensée et la chose réelle. Et donc que notre pensée devait se calquer, se mouler sur le réel, l'objectivité donc extérieure. Alors que pour Kant, c'est exactement le contraire. C'est que nous avons une certaine manière de regarder, de percevoir la réalité. Et les cadres que nous imposons à la réalité fait que la réalité nous apparaît non pas telle qu'elle est, mais telle que nous pouvons la connaître. Peut-être que d'autres consciences, peut-être qu'il y a des anges, peut-être qu'il y a des extraterrestres qui perçoivent la réalité complètement différemment. C'est à l'intérieur de l'humain que se trouve l'objectivité et non pas dans le réel. Ça va changer énormément de choses. Mais je n'ai pas le temps, bien évidemment, de vous faire un cours de philosophie pour sentir ça, mais c'est une grande révolution. Ça va tout changer dans la manière de se représenter l'humain et de se représenter le monde. Eh bien, c'est ça l'idée que vous devez garder de ce Pluton en Verseau dans les années 1770, 1780, 1790. Un grand moment, révolution industrielle, révolution géographique et géopolitique, des idéaux magnifiques, de grands changements sociétaux ont eu lieu et ça n'a pas été simple. Ça a demandé beaucoup de crises et il y a eu de grands retours en arrière parce que c'est pas parce qu'on fait une poussée évolutive qu'elle s'installe de manière définitive. Mais une fois que cette percée est faite, petit à petit, ça va entrer dans les mœurs. Ça va prendre du temps. Eh bien, on peut imaginer que dans les 20 ans qui viennent, il va y avoir des crises et des poussées évolutives incroyables et que ça va pas être si simple, qu'il y a des gens qui vont résister, qui vont pas être d'accord, qui vont avoir peur et que peut-être qu'il y aura ensuite de grands retours en arrière. Mais une fois que c'est dit, c'est dit. Une fois que la conscience s'est activée, on ne peut plus faire comme si elle n'existait pas. Une fois qu'une idée a été entendue, on ne peut plus l'effacer. Elle existe dans la conscience personnelle, individuelle et dans la conscience collective. Eh bien, on peut s'attendre à un grand changement pour la conscience collective grâce à l'entrée de Pluton dans le Verseau. Donc voilà ce que j'avais envie de partager, ce qui donne peut-être encore une autre manière d'aller percevoir cet enjeu, même si forcément, comme c'est révolutionnaire et que c'est incroyable et que c'est dingue, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va être dingue demain. Mais on peut s'attendre à sacrée dinguerie. Et donc, puissions-nous jouir ensemble ou anticiper ensemble de ce grand changement de paradigme qui se prépare pour l'humanité. J'en profiterai dans une autre newsletter pour regarder ce qui s'est passé encore auparavant,
quand Pluton était dans le Verseau entre 1532 et 1552. Encore un grand moment, et je vous expliquerai pourquoi une grande révolution s'est jouée à ce moment-là, ce qui nous permettra à nouveau de sentir comment, quand Pluton entre dans le Verseau, c'est toute l'âme de l'humanité qui est en révolution. Prenez bien soin de vous. Merci.